Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Souche au poids dédiée aujourd'hui à J.A. Livernois. Comme vous le voyez, on est dans un genre de champ de ruines qui, malgré le pittoresque de la rivière à côté, vous dit probablement rien. Pourtant, on est devant tout ce qui reste de la Villa Livernois, qui a été construite sous l'impulsion du célèbre photographe. Au printemps 2019, il y a un important incendie qui va ravager l'entièreté du bâtiment. Cet événement-là va avoir des conséquences graves sur le plan patrimonial. Puis pourquoi tu dis que c'est un désastre au plan patrimonial? Bien, juste d'un point de vue architectural, ici, c'était vraiment un exemple du style architectural de la néo-renaissance italienne. Puis en plus, c'était vraiment un exemple parfait du phénomène d'exode des grandes familles, des grandes dynasties bourgeoises de Québec vers les banlieues pour se créer des genres de domaines, dans le fond. Mais là, on n'est pas juste ici pour parler de la Villa Livernois, on est là pour parler de l'entièreté de la dynastie Livernois. Souche au poids, ça commence ici. Tout d'abord, c'est qui J.A. Livernois? On le considère en fait comme un des plus grands pionniers de la photographie au Québec. Lui-même fils de photographe, il va reprendre le studio photo familial du 32 rue Saint-Jean. Ce studio-là existera pendant 120 ans et sera tenu par 4 générations de Livernois différentes. La première, c'est celle de Jules Isaïe, la seconde, c'est celle de J.E., donc Jules Ernest, la troisième, celle de Jules, et la quatrième, enfin, celle de Maurice et Victor. Si leur héritage est tellement important, c'est surtout parce qu'ils ont pris énormément de photos de tout ce qui était personnalité publique et paysages urbains et ruraux de l'époque. En fait, c'est plus de 300 000 photographies qui proviennent du studio Livernois qui ont été cédées aux Archives nationales du Québec. Actif de 1854 à 1974, donc pendant plus d'un siècle, le studio Livernois, c'est le studio avec la plus grande longévité dans l'histoire du Québec. Parlons un peu de la naissance de ce studio et des archives qui y sont rattachées. Comme on le disait, c'est le père Jules Isaïe, qualifié par Michel Lessard de photographe d'histoire, qui ouvre le studio le premier. Jules Isaïe, après une vie tumultueuse de commerçant à Baie-du-Fèvre à Richmond, puis à San Francisco et même au Panama, ouvre en 1855 son studio en Haute-Ville sur la rue de la Fabrique. Il laisse derrière lui plusieurs clichés intéressants et inspirera une vague de photographes contemporains comme Louis Prudent-Vallée, commerçant et photographe également connu de la ville de Québec. Amateur de photographie historique, Jules Isaïe Benoît va également mettre en vente plusieurs clichés à saveur justement patrimoniale. Notamment son cliché sur le drapeau de Carillon, un événement un peu mythique de l'histoire de la Nouvelle-France, où Montcalm aurait survécu aux troupes britanniques et les aurait même vaincus, va vraiment se vendre comme des petits pains chauds. Surtout qu'à l'époque, Octave Crémazie en avait tiré un poème qui était vraiment très populaire. Au fond, l'ambition de Jules Isaïe, c'était de créer un album historique du Canada où pouvaient se mélanger histoire populaire et histoire nationale. Pour bien achever de parler de l'héritage de Jules Isaïe, il faut parler aussi de sa femme, Élise Lheureux. C'est elle qui va tenir les rênes du studio quand Jules Isaïe va décéder. En plus de ça, elle va vraiment avoir un rôle majeur dans l'élaboration du studio. Élise va poursuivre les activités de photographie et va s'associer à Louis Fontaine, dit Bienvenu, entre 1866 et 1873. On trouve plusieurs photos de cette période. La signature est alors Livernois et compagnie, Livernois et Bienvenu et Livernois, Bienvenu et compagnie. Quant à l'associé Louis Fontaine dit Bienvenu, il va épouser sa fille Julia. J.A. Livernois va vraiment faire fructifier ses affaires et devenir un photographe important qui va obtenir plusieurs contrats. Puis le studio dans lequel tout ça se passait, c'est ici. Il va aussi immortaliser plusieurs événements qui ont lieu dans la capitale, dont la construction du Parlement en 1877, l'exhumation de la dépouille de Monseigneur François de Laval en 1878 et même l'inauguration de la terrasse du Frein en 1879. Il s'intéresse particulièrement à l'architecture de Québec et au développement démographique de l'arrière-pays grâce au chemin de fer. Les scènes de la vie rurale croquées par Jules Ernest Livernois, telles que la moisson à Saint-Félicien ou au Lac-Saint-Jean, servaient bien à la campagne de propagande pour la colonisation au Québec. En plus de couvrir tout ça, il va également couvrir des sujets plus prosaïques comme les vacances et les sites de villégiature. En plus de tout ça, on va aussi le voir couvrir des chantiers et des paysages pour faire la promotion de la beauté naturelle du Québec auprès de citoyens américains qui pourraient être intéressés à venir s'établir ici.
Puis toute cette activité-là, ça va se poursuivre dans le siècle suivant? Oui, dans le fond, J.A. il va donner studio à ses fils Jules et Paul, qui vont vraiment en prendre en soin puis vraiment le faire développer. Puis lui, dans le fond, il va se concentrer seulement sur la gestion du commerce. En 1919, la compagnie va s'incorporer sous le nom de J.A. Livernois Limité et faire construire un entrepôt de 5 étages sur les devis d'un architecte qui va se construire ici, au 50 rue Garneau. Est-ce que ses fils à J.A. Livernois vont reprendre le flambeau? Dans le cas de son fils Jules, oui. En fait, lui, il va aussi manier l'appareil tel son père et son grand-père. Il va même être nommé par certaines personnes le photographe officiel de la Ville de Québec. Au cours de sa carrière, Jules Livernois exécute surtout des portraits à la fois pour l'élite et le grand public. Il réalise notamment des mosaïques scolaires et des portraits pour cartes mortuaires. Il renouvelle aussi l'iconographie touristique de Québec et prend plusieurs clichés des alentours. Il produit entre autres un recueil des photos pour Saint-Anne-de-Beaupré en 1907. Le photographe sort également du studio avec son équipe afin de réaliser des prises de vue extérieures, notamment des portraits de mariage. Afin de répondre à de nouveaux besoins, il multiplie les reportages photographiques portant sur des événements importants de la capitale, croquant notamment les accidents et les incendies, mais aussi les inaugurations et les monuments ou le congrès et les carnavals. En 1908, il est d'ailleurs le photographe officiel des cérémonies du tricentenaire de Québec. Par la suite, en fait, il va même fonder un atelier où plusieurs artistes vont travailler à l'extérieur tout comme à l'intérieur. OK. Puis qu'est-ce qui explique que cet atelier-là n'est plus là aujourd'hui? Mais en fait, l'atelier, tout comme le reste de la compagnie de J.A. Livernois, va commencer un long déclin, ironiquement, 100 ans après sa fondation. Dans le fond, à partir de 1954, les deux associés, Victor et Maurice, vont commencer à avoir des problèmes financiers qui vont culminer en une faillite en 1974. Au fond, comme on l'a vu, la dynastie Livernois va vraiment agir comme une dynastie pionnière du photoreportage au Québec. En fait, grâce à leurs archives, on peut vraiment reconstituer une histoire de la belle province. Et là, comme c'est ce chaud-poids, on va entrer dans la portion où on explore un peu plus en profondeur le volet généalogique de la famille Livernois. Partant de Jules-Ernest Livernois, il marie à Québec Rose Félicité Justine Larocque en 1876, puis sa belle-sœur Louise Larocque un peu plus tard. Jules-Ernest est évidemment le fils de Jules-Isaïe Benoît dit Livernois ainsi que d'Élise Lheureux, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Jules-Isaïe, lui, c'était le fils d'Amable Benoît et de Marie des Anges Baudry, le fils de Laurent Benoît dit Livernois et de Marie-Hélène Adam. C'est à cet auteur-là qu'on voit apparaître le fameux dit. Pourquoi Benoît dit Livernois? À la base, Livernois, ça signifie quelqu'un qui est originaire ou qui habite la commune de Livry dans le Calvados. Ce qui pose un certain problème car notre ancêtre ne vient pas du tout de cette région. Mais on vous l'avait dit dans une capsule précédente que c'était courant de trouver les pseudonymes chez les soldats ou des gens qui faisaient partie de la milice. On y arrive justement. Laurent est lui-même le fils de Joseph Benoît, capitaine de milice, et Marie-Joseph Guyot. Les deux se sont mariés à Longueuil en février 1721 et ils auront 16 enfants ensemble d'ailleurs. Joseph, lui, c'est le fils de Laurent Benoît dit Livernois, marié le 12 novembre 1691 à Marie-Françoise Tétrault. Et finalement, le premier ancêtre arrivé au Québec se nomme Paul Benoît dit Livernois. Il est maître charpentier et est né en 1638 en France. Mais là, c'est pas parce que vous avez des Benoît dans votre généalogie que ça veut automatiquement dire que vous êtes lié aux Livernois. En fait, le généalogiste René Jeté recense environ 11 souches de Benoît qui sont venus travailler en Nouvelle-France à travers le temps, donc vous avez l'embarras du choix. On compte par exemple David le Charpentier, Joseph le Récollet, Laurent qui aurait habité l'île d'Orléans mais n'aurait pas eu de descendance, Paul dit Livernois, Abel dit Laforêt, Étienne dit La Jeunesse, engagé des Sulpiciens, Alexandre l'Inconnu, Joseph le chirurgien-major des troupes, Pierre devenu notaire seigneurial de Saint-Ours et Contrecoeur, Jacques dit Laguerre et Gabriel dit Laforêt. Bref, il faut faire sa généalogie en entier. Toutes ces questions-là de patrimoine photographique et ethnologique, ça nous amène à réfléchir sur leur importance d'un point de vue généalogique. Puis ce qui est tellement intéressant de la dynastie Livernois, c'est qu'ils ont donné aux Québécois une représentation d'eux-mêmes dans l'histoire. Voilà ce qui met fin à notre capsule sur J.A. Livernois, ses prédécesseurs et ses successeurs. Comme on a pu le voir au cours du vidéo, la famille Livernois va vraiment être importante et donner aux Québécois un véritable portrait de famille. Mais le patrimoine, qu'il soit bâti ou immatériel, c'est vraiment des fois compliqué de le conserver. Cela dit, quand on le fait, on est capable de garder un narratif, on est capable de garder un sens à notre histoire de famille. Pour nous aussi, vous pouvez vous abonner à notre compte Facebook, YouTube ou Instagram.
Et quant à nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine Souche au poids. Bye!